Salut les copains, alors comme je l'ai annoncé sur mon compte Instagram, je fais un petit podcast sur la série des bouquins et des films Hunger Games. J'essaye encore de trouver de nouvelles situations, de nouveaux contextes pour faire les podcasts parce que franchement je suis toujours pas très contente de ma façon de procéder. En fait, je trouve que la façon dont je raconte les choses manque de naturel. J'ai vraiment du mal à trouver le bon ton, ce qui est quand même un comble pour une prof. Déjà, première chose, voilà, je vous demande de me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous verriez comme amélioration, que ce soit dans le ton, le volume, la vitesse de la voix, etc. Je sais pas du tout comment ça rend vu de l'extérieur. Mais voilà, donc j'attends vos conseils. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Hunger Games et plus spécifiquement d'un des livres et d'un des personnages. Mais je ne vais pas tout de suite entrer dans le vif du sujet, donc je vais d'abord vous présenter la série des Hunger Games. Je pense que la plupart des gens, vous la connaissez, à défaut d'avoir lu les livres, peut-être que vous avez vu un ou deux des films. Pour ma part, j'ai découvert grâce au site, je ne sais pas s'il existe encore, mais le site de l'Audio Connard, qui faisait des reviews sur les films qui étaient vraiment hilarantes. Donc ça date déjà depuis quelques années. Et en fait, c'était vachement bien fait et paradoxalement, ça m'avait donné envie de voir les films. Voilà, donc je vais quand même représenter un petit peu la saga. Ensuite, je vous parlerai du personnage dont j'ai choisi de raconter l'histoire aujourd'hui. Puis du livre concerné. Enfin, je finirai par quelques petites anecdotes. Donc c'est un podcast complètement généraliste sur Hunger Games. Je vais spoiler à gogo, donc si vous voulez pas, surtout sur la fin. Donc si vous voulez pas avoir d'informations avant d'avoir lu tous les livres, il faudra vous arrêter. J'essaierai de vous le signaler, mais je suis pas sûre d'y penser. Donc sachez prendre les devants si je commence à balancer des infos que vous voulez pas connaître. Voilà, donc on plonge dans l'univers des Hunger Games. Alors c'est à la fois un phénomène littéraire et cinématographique qui a vraiment marqué pas mal de monde. Donc c'est quoi Hunger Games? À la base, c'est une trilogie de bouquins écrits par Suzanne Collins et qui sont sortis entre 2008 et 2010. Donc le premier ouvrage s'appelle tout simplement Hunger Games. Le second, c'est L'Embrasement et le dernier, La Révolte. L'histoire se passe à Panem, ça veut dire du pain en latin. Du pain, panem est... du pain. Panem, c'est un monde post-apocalyptique. Donc on est ici dans une dystopie où le Capitole, donc c'est un régime ultra-autoritaire. Là aussi, on a une petite référence antique. Et ce Capitole m'a fait la loi sur 12 districts. Et chaque année, ils organisent les Hunger Games. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu cruel où à chaque fois, donc 2 adolescents par district, ça fait 24 en tout, sont forcés de s'entretuer dans une arène. Le tout étant bien sûr filmé comme un gros show télévisé, ce qui permet de terroriser tout le monde et de garder une emprise parfaite sur la société. Donc le show est retransmis à la télévision. Je suppose que les citoyens sont obligés de regarder leurs enfants se faire assassiner. Donc dans le premier bouquin, on va suivre une certaine Katniss Everdeen, qui est une des filles du district 12, donc celui qui est le plus pauvre, le district des mineurs. Et Katniss va devenir un symbole de révolte contre cet ordre que vous devinez très très oppressant. De quoi parlent les livres? Globalement, ça parle de lutte des classes, on parle également de manipulation par les médias. C'est vraiment un aspect hyper important, je trouve d'ailleurs dans les deuxième et troisième films. Ça parle de sacrifice, et puis, entre autres. Côté cinéma, c'est Lionsgate, je ne sais pas si je prononce correctement, qui a adapté la trilogie, non pas en 3, mais en 4 films, entre 2012 et 2015. Je crois que c'est le dernier livre, La Révolte, qui est en 2 parties, à moins que ce soit l'avant-dernier. C'est un petit peu comme pour Harry Potter, vous voyez, ils font bien tirer pour ramener du pognon, comme d'habitude. Le premier film est réalisé par un certain Gary Ross, et tous les suivants par Francis Lawrence. Les films ont pour mérite, je trouve, de rester super fidèles au livre. Les images sont incroyables, les images de l'arène, du Capitole. Et puis, ils sont vraiment axés sur l'action et l'émotion. Vous voyez, on est entre le film d'action, le thriller et le drame. Enfin, il y a eu un préquel en 2023 qui s'appelle La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est tiré lui-même d'un roman qui est sorti en 2020 et qui raconte la jeunesse du fameux président Snow, le grand méchant de la série. Si je récapitule, Hunger Games, c'est une saga
qui a secoué le monde entier, enfin en tout cas le monde du young adult, de la littérature pour jeunes adultes, avec voilà, ce mélange donc de dystopie, de monde post-apocalyptique, d'action, mais également de réflexion sur le pouvoir et la liberté. C'est pas non plus d'une profondeur insondable, mais ça passe très bien et puis le propos est loin d'être idiot. La grosse force du livre, évidemment, c'est cette histoire des jeux qu'on attend et dans lesquels on est nous-mêmes immergés et dans lesquels on devient voyeur puisque nous aussi, en fait, on symbolise les personnes, enfin les personnages qui regardent les jeux dans la fiction depuis leur poste de télévision. Les personnages sont globalement attachants, même si, comme beaucoup d'autres gens, j'ai quand même, voilà, j'ai une petite, même si j'aime beaucoup le personnage de l'actrice qui joue Katniss Everdeen, je trouve que le personnage en lui-même, il n'est pas forcément montré sous son meilleur angle. En tout cas au cinéma, parce que dans les livres, elle est extrêmement attachante. Et pour terminer, l'histoire continue d'inspirer des tonnes de fans. Il y a beaucoup, beaucoup de fanfiction et j'ai jeté un coup d'œil au Wikifan, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Wikipédia des fans de fiction. Voilà, c'est tout le temps alimenté. C'est vraiment chouette quand des œuvres comme ça inspirent des gens pour inventer des univers parallèles. Voilà, c'est Hunger Games en quelques mots. Donc dans cette deuxième partie, on va maintenant parler de mon personnage préféré de Hunger Games. Bon, vous avez compris que c'était pas forcément Katniss, c'est le personnage d'Haymitch Abernathy. Haymitch Abernathy, vous savez, c'est ce gars bourru qui traîne dans le district 12, qui est une vraie légende, même si on s'en rend pas compte au début, avec une histoire bien lourde. Haymitch, donc, il est complètement alcoolique, il boit tout le temps. Et le problème pour Katniss et Peeta, les deux tribus du district 12, c'est que c'est leur mentor. Un mentor, c'est quoi? C'est un ancien vainqueur des Hunger Games. Alors certes, c'est un vainqueur, mais la victoire ne l'a pas épargné. On comprendra plus tard quelle est son histoire. En tout cas, il est censé aider Katniss et Peeta, donc dans le premier livre, dans le premier film des Hunger Games, il est censé les aider à préparer leur propre jeu. Sauf qu'il a l'air complètement désillusionné, désabusé. Il n'a pas du tout l'air d'avoir envie de les aider. Enfin, en tout cas, il a l'air de s'en fiche complètement. Lui-même, donc, il vient du district 12 et comme vont le faire plus tard nos héros, il a gagné sa propre édition des jeux. C'était il y a un petit moment puisque c'était dans sa jeunesse. Dans le premier livre des Hunger Games, on est à la 74e édition des jeux et lui, il l'a gagné donc 24 ans avant, à la 50e édition. Sauf que ça l'a complètement brisé et c'est depuis qu'il noie ses traumatismes dans l'alcool. Donc au début, on dirait juste un type un peu désabusé qui s'en fout, mais Haymitch, c'est bien plus que ça. Sous ses airs de mec blasé, en fait, il est super malin et c'est un vrai stratège. C'est en grande partie aussi grâce à lui que Katniss et Peeta vont s'en sortir vivants. Et dans les livres comme dans les films, il guide nos deux jeunes gens dans l'arène avec ses conseils bien pensés. Et il va également plus tard jouer un rôle clé dans la rébellion contre le Capitole. Mais en tout cas, dès le premier livre et le premier film, je vais dire l'un et l'autre indifféremment, vous avez compris que c'est équivalent. C'est le seul en fait qui ose tenir des discours clairs, à s'en fiche complètement, contre le Capitole, quoi. Dans les films, c'est Woody Harrelson, j'adore cet acteur, qui joue Haymitch à la perfection. Je trouve que c'est un personnage mais qui ressort tellement dans le film. Il est brillantissime, cet acteur. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi dans True Detective, la première saison aux côtés de Matthew McConaughey. Mais j'ai revu là récemment, donc dans Hunger Games, les apparitions d'Haymitch, qui sont relativement courtes dans le premier opus et un petit peu plus longues après. Il est largement au-dessus des autres. Il n'y a rien à faire. Il a beau avoir quelques lignes de dialogue parfois, mais c'est incroyable. Son jeu d'acteur est fabuleux. Et pour m'être renseigné un petit peu, je crois qu'à côté de ça, en plus, c'est un type plutôt sympa. Et ça fait bien plaisir quand on apprécie un acteur. Il le joue alors avec un mélange de cynisme, d'humour, mais au fond du fond, il a un cœur en or. Donc c'est un personnage qui m'a marqué pour ça. Il est cabossé, il est imparfait, mais il est hyper attachant.
Et il montre, on va le voir tout de suite après, il montre qu'on peut se relever même après avoir touché le fond depuis pendant 24 ans. Donc je vous propose maintenant de parler des Mitch un peu plus en détail. Donc pour ma part, je l'avais absolument adoré dans les 3 bouquins et les 3 films, enfin les 4 films, pardon, de la série initiale, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir il y a de ça une semaine qu'il existait un 2e préquel. Donc le premier, c'était sur le président Snow, sa jeunesse, et que depuis, je crois, mars de cette année, on en avait un 2e. Ouais, c'est ça, il est sorti en mars 2025, qui cette fois-ci mettait Mitch Abernathy en vedette et qui allait nous raconter la fameuse édition des Hunger Games qu'il a gagnée. Autant vous dire que je me suis précipitée pour l'acheter. Je l'ai acheté sur Audible Studio, donc l'édition qui vous lit les bouquins. Ça coûte un peu cher, donc il vaut mieux prendre un abonnement. Ça fait un tarif préférentiel pendant 1 an. Les livres audio, c'est un travail incroyable, donc ça coûte cher, mais moi j'aime beaucoup en écouter. Donc là, je l'ai dévoré en quelques jours. On savait déjà, donc dans la saga initiale, on savait déjà qu'Mitch avait gagné des jeux d'une façon un petit peu particulière, puisqu'il avait utilisé l'environnement qui était censé donc être plus fort que lui pour gagner sans directement avoir tué quelqu'un. On savait ça et on avait quelques éléments. Mais il a fallu attendre donc ce préquel pour en savoir plus. Donc il s'appelle Lever de soleil sur la moisson, en anglais Sunrise on the Reaping, et c'est un préquel qui est sorti en mars 2025. On va trouver évidemment Mitch en personnage principal, c'est aussi le narrateur de l'histoire, et d'autres personnages comme Maisie Lee Donner, Luella McCoy, Wyatt Kallo, et puis d'autres qui font écho à la trilogie originale. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc Mitch a 16 ans, il vit dans le district 12, et avant qu'il devienne le mec brisé mais génial qu'on voit avec Katniss et Peeta, il est déjà malin, débrouillard. C'est le moment donc où il est envoyé dans les fameux jeux de l'expiation. Donc tous les 25 ans, les règles du Hunger Games changent. Donc, pour la 25e année, je crois que bon, il n'y a pas de livre dessus, mais on nous en parle à plusieurs reprises. Je crois que oui, les citoyens devaient choisir eux-mêmes les 2 tribus mâles et femelles, c'est comme ça qu'on les appelle, ne soyez pas choqués, qu'on envoyait donc dans l'arène. Et pour cette 25 ans plus tard, donc ces 2e jeux de l'expiation, le nombre de tribus envoyées est doublé. Donc il y a 2 garçons et 2 filles. Son lien avec Katniss prend tout son sens grâce à ce livre, quand on voit ce qu'il endure ici. Et même pourquoi il l'appelle ma chérie plus tard. En fait, c'est un clin d'œil à sa propre histoire et à son lien avec un personnage hyper touchant de l'aventure. Donc on a Mitch, on a également Maisie Lee Donner, une autre tribu du district 12. Et grosse connexion. Alors déjà, c'est elle qui possède la fameuse épingle du gemme au cœur, celle que Katniss portera plus tard. Zilly, avec sa jumelle Mary Lee, c'est une camarade de classe des Mitch qui va, pendant les jeux, devenir l'équivalent d'une sœur et qui est d'un immense courage, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler celui de Katniss. Le magnifique personnage de Luella McCoy, un autre tribu du 12, avec une histoire vraiment tragique. Bon, je vais pas en dire plus, mais elle fait pas long feu et le Capitole joue un jeu très tordu avec son image. Ça nous rappelle d'ailleurs les manipulations qu'on verra dans l'embrasement ou la révolte, là où le Capitole trafique tout pour son show. Luella, c'est un petit peu un hommage aux victimes anonymes qu'on croise dans la trilogie. Donc tous ces tribus dont on ne connaît pas forcément le nom, mais qui tombent comme des mouches. Et le dernier tribu, c'est Wyatt Kallo, un parieur compulsif. Voilà, un autre type de personnage qui n'était pas apparu jusqu'à présent. Il va apporter une ambiance encore différente, il a un côté imprévisible. D'ailleurs, il m'a fait penser à un personnage comme Gale, le petit ami de Katniss, avec son énergie rebelle, mais on va dire en version plus chaotique. Sa famille est connue pour parier sur les jeux, donc ça ajoute d'ailleurs une couche de tension sociale qu'on retrouve dans l'univers de Katniss, même si c'est
à la base plutôt entre les districts, notamment entre le 1 et le 2, qui sont des districts plutôt bien pourvus, plutôt aisés, et tous les autres. Et alors, côté mentor, accrochez-vous parce que donc le jeune Emic, comme son district n'a jamais gagné les jeux à part une fois, donc une histoire qui fera référence à l'autre préquel, et ben en fait, ils n'ont pas de mentor. Donc, on va leur attribuer des mentors tirés des autres districts. Et son mentor, l'une de ses mentors, sera Mags. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est une ancienne gagnante du district 4 qu'on voit dans l'embrasement. Vous savez, c'est une petite mamie qui est muette. Il semble avoir compris d'ailleurs pourquoi Madge ne parlait pas dans l'embrasement. En tout cas, on a une piste de réponse dans ce livre-là. J'en dis pas plus. En tout cas, ce qui m'a plu, c'est qu'elle a déjà les traits qui vont la rendre attachante dans la saga. Donc, elle est plus jeune, mais elle est déjà pleine de cœur et elle va donner déjà du sens à son sacrifice plus tard. On a comme deuxième mentor, on a quelqu'un qui va réapparaître aussi dans l'embrasement, c'est Wairess, qui est surnommée Tix dans l'embrasement. Vous savez, c'est cette femme d'un certain âge qui est high-tech et qui apparaît aux côtés de BET. Donc, c'est un peu les cracks du District 3. Bon, elle a un rôle assez léger, mais voilà. En fait, dans cette version, elle a gagné les 49e jeux, donc l'année précédente de la victoire d'Haymitch, et elle l'a gagné grâce à son intelligence. Elle a tué directement personne et elle a ridiculisé le Capitole. Et ça fait vraiment écho, je trouve, à ce qu'on aime dans la trilogie, c'est-à-dire le côté, le fait de trouver des parades, puisque finalement c'est plutôt contre la reine et le Capitole que contre les autres participants que les héros doivent se battre. Et d'ailleurs, c'est ça qui les différencie, selon moi, des fameux tribus de carrière, donc ceux des premiers districts qui vraiment s'entraînent toute leur jeunesse pour se porter volontaires pour participer au jeu. Eux, ils cherchent la gloire, ils cherchent l'argent, la reconnaissance, et ils sont plutôt sanguinaires. Et voilà, donc ça les distingue, puisque les autres participants cherchent à survivre, mais également, pour certains, comme Haymitch ou Katniss, à mettre, même si c'est un coup d'épée dans l'eau, mettre un petit peu à mal la suprématie du Capitole dans leur vie. Donc, j'ai parlé de Tix et je viens de vous parler de BET. Donc, lui, vous vous en souvenez peut-être, c'est un petit moustachu, pareil, d'un certain âge, qu'on trouve dans l'embrasement. Et c'est vraiment le gars, vous savez, qui est le crack de la tech, quoi. Ce qui m'a, par contre, un peu étonnée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans l'embrasement, il paraît être à peu près du même âge qu'Haymitch, sauf que c'est pas possible, a priori, puisque dans cet ouvrage, il est déjà père d'un jeune garçon, Ampère, donc, qui est utilisé contre BET comme chantage. Ça se dit pas, mais enfin, vous avez compris. Et donc, a priori, il a une dizaine d'années de plus qu'Haymitch. Bon, vous allez me dire, ça va être du détail, mais c'est un petit... Voilà, en tout cas, en réalité, ils ne sont pas exactement de la même génération. Ici, il joue un rôle important. Et en fait, il va jouer le rôle de troisième mentor pour Haymitch, puisque lui, son rôle, c'est vraiment de tout faire péter, quoi. Ça montre d'ailleurs aussi déjà un petit peu en substance les alliances stratégiques qui vont se nouer plus tard entre Katniss et ses alliés. Et ça montre que pour gagner les jeux, et surtout gagner contre le Capitole, on ne peut pas se permettre de rester isolé. Mais c'est pas tout. Pour moi, vraiment le super bon moment dans lequel Suzanne Collins a intégré des clins d'œil aux personnages qu'on retrouve ensuite dans la saga. C'est assez surprenant, mais c'est le personnage d'Effie Trinket. Vous savez, celle qui escorte les tribus du district 12, qui est complètement excentrique. Et en fait, je sais pas pour vous, mais moi, au début de la saga, je la détestais. Parce que pour moi, c'était juste un agent complètement stupide du Capitole. Et puis, petit à petit, on comprend qu'en fait, elle est juste le fruit de son éducation. Et qu'elle a une confiance aveugle dans le Capitole, mais elle est incapable de penser autrement parce qu'elle a été complètement matrixée. Elle a eu un lavage de cerveau depuis son plus jeune âge. Il y a quand même un bémol, c'est que je crois que dans Lever de soleil sur la moisson,
Elle dit quand même que selon elle, les jeux, enfin c'est cruel, mais ça reste nécessaire pour rappeler la révolte fait que la population s'était déchirée, s'était entre-déchirée. Mais voilà, là, on la voit, donc elle est toute jeune. Elle est juste un peu plus âgée qu'Haymitch. Et en fait, ils se connaissent déjà depuis tout ce temps-là. Donc ça m'a vraiment fait comprendre pourquoi ils avaient cette espèce de complicité chien et chat. En fait, ils se connaissent depuis 24 ans, quoi. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'elle apparaît un petit peu par hasard, ou en tout cas, elle apparaît parce qu'il y a un autre personnage qui va faire défaut. Elle est déjà dans l'organisation des jeux, mais elle y entre d'une manière assez improbable. Et c'est hyper bien amené par Suzanne Collins. J'ai vraiment adoré, parce qu'on voit que Suzanne Collins, en fait, elle écrit vraiment ce préquel pour ses fans. Et elle sait créer la surprise, et elle sait que quand on va comprendre que le personnage qui est présenté, c'est Effie Trinket, on va faire « Waouh !» Et je trouve elle a vraiment amené ça de façon à ce que ce soit génial pour nous de la découvrir, bim, à ce moment-là, quoi. On a aussi Plutarch Evensby, donc, que vous connaissez comme le cerveau de la rébellion dans l'embrasement. Il est déjà là aussi, mais en mode discret, avec pour profession de filmer les tribus. Film hyper important, puisque, enfin, ou du moins le montage, on voit déjà que tout est manipulé de façon à donner une image très spécifique au scénario, au narratif, comme on dit maintenant, qui est donné, qui est imposé par le Capitole. Bon, on sent déjà qu'il joue double jeu. Ça fait un clin d'œil à son futur rôle de stratège. Mais bon, pour ma part, c'est un personnage que j'avais jamais vraiment trop accroché. Et là, ça n'a pas vraiment changé les choses. Et puis alors, attendez, le gros bonus, c'est qu'on rencontre les parents de Katniss. Bon, moi, je m'étais un peu perdue dans la généalogie, mais il y a sa mère, Astrid March, qui est une amie proche de Maisie Lee, et son père, Burdock Everdeen, qui en fait est le meilleur pote d'Haymitch. C'est aussi c'est un Kowi, comme Lucy Gray, donc dans la balade, qui est également donc un Kowi. En fait, c'est une tribu un petit peu interlope qui appartient à aucun district. Je dirais que c'est un peu comme des tziganes, vous voyez. Ils vivent au district 12, mais avec certaines règles, et voilà, ils vivent, enfin, en tout cas, on comprend qu'ils vivaient avant de façon nomade. Leurs prénoms, en fait, sont toujours, c'est vraiment un détail adorable, sont toujours liés donc à des noms de couleurs, à des noms de fleurs. Et Primrose et Katniss, c'est le cas. Donc on comprend qu'en fait, Katniss, c'est une descendante des Kowi. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, ce qui est génial, c'est que, en fait, quand on apprend tout ce qui se passe dans le préquel, on a juste envie, c'est après de... Peut-être que j'exagère un peu, mais on comprend mieux les liens que nous, Haymitch, avec... Enfin, l'affection qu'Haymitch y porte à Katniss, parce que ce même Haymitch, en fait, la personne qu'il aime, donc une jeune femme, va malheureusement être un dommage collatéral de sa victoire. Et il se trouve que c'est aussi une Kowi. Vous voyez, tous ces personnages se croisent. Il y a vraiment une grande cohérence, et puis c'est pas lourd. Vous voyez, ça arrive aussi, si on n'a pas lu la saga, ça change rien, quoi. On va prendre du plaisir, mais je trouve que vraiment avoir lu la saga avant, ça ajoute des effets, quoi. Et puis, dernier personnage, à part Snow, sur lequel je vais passer rapidement, César Flickerman, le présentateur star, qui déjà a son style extravagant. Et concernant le président Snow, bon, moi je n'ai pas lu ni vu encore la balade. Le Snow ne m'intéresse pas du tout. Je pense quand même que je vais le faire, mais bon, il est beaucoup plus jeune, mais déjà il pèse lourd dans la balance. Il va être extrêmement cruel. En tout cas, ça reste le fil rouge qui traverse toute la saga. Donc j'ai adoré cette histoire. L'histoire d'Haymitch est vraiment poignante. C'est un shoot d'émotion, de nostalgie. En 2026, il va être adapté au cinéma, mais je suis trop contente. Dans les derniers chapitres, on comprend pourquoi Haymitch est tombé dans l'alcool. Et dans les deux derniers, ou dans le dernier, le temps a passé. Enfin, ça va raccrocher les wagons. Vous voyez, on va se retrouver à l'époque à laquelle Katniss et Peeta sont à leur tour les tribus envoyées dans les jeux. Et franchement, les dernières phrases, ça paraît peut-être un peu nunuche,
Vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez lu, mais j'ai adoré. Et franchement, pourtant, il n'y a rien de très original, hein. Mais ça tombait tellement à pic. Je sais pas, j'ai vraiment été touchée, j'ai été émue. Et voilà, c'est de la littérature young adulte, hein, mais je suis loin d'être... je ne suis plus une young adulte depuis un moment. Et j'ai été vraiment conquise. Donc j'aime beaucoup les films comme ça et les livres qui me remettent voilà, un petit peu d'énergie, un petit peu d'enthousiasme, un petit peu de fraîcheur et d'innocence, même si les sujets abordés sont plutôt lourds. Voilà, alors pour terminer, je voulais vous dire plein d'autres choses. Je voulais vous parler du symbole du gemme au cœur. Je voulais également vous parler d'un passage qui m'a fait réfléchir sur les liens entre le Capitole et les premiers districts. Mais bon, c'est vraiment un podcast généraliste. Avant de vous laisser, j'ai imaginé un petit peu, pour boucler notre voyage dans Lever de soleil sur la moisson, j'ai imaginé quel pourrait être, voilà, si on bossait pour le Capitole et qu'on devait inventer de nouveaux jeux de l'expiation, donc des éditions spéciales ultra tordues, ce qu'on pouvait imaginer ensemble. Et donc j'ai trouvé 3 idées originales. Imaginez tout d'abord les jeux des liens fraternels. Donc dans cette édition, j'ai imaginé que chaque district doit envoyer nécessairement 2 paires de frères et sœurs. Vous voyez, qui seraient forcés de s'allier au départ, forcément, hein, ils sont frères et sœurs, mais avec une arène conçue pour les pousser à se sacrifier les uns pour les autres. Vous voyez, ça rappellerait un petit peu le lien entre Mésili d'honneur et sa jumelle Merili, ou encore Katniss et Prime dans la trilogie. Donc, je pense que le Capitole adorerait le drame familial, mais je pense qu'un tribut malin comme Image pourrait trouver le moyen de protéger sa fratrie. Voilà, donc ça mettrait sûrement les lecteurs en transe. Ça donnerait des alliances déchirantes, même si elles sont plutôt prévisibles. Et puis des retournements, de sacrés retournements. Ensuite, j'ai pensé au jeu des innocents. Donc là, c'est vraiment affreux, hein, parce que tous les tribus dans cette édition sont des enfants de 12 ans, c'est-à-dire les plus jeunes possibles, pour maximiser la cruauté, choquer les districts. Donc c'est une version extrême qui n'est pas forcément d'ailleurs une si bonne idée, parce que du moment où les gens sont trop effarés, vous voyez, ça peut se retourner contre le Capitole. Et d'ailleurs, souvenez-vous, lorsque Katniss et Peeta font croire qu'elle est enceinte pour arrêter les 75e jeux, en fait, même les spectateurs du Capitole sont extrêmement choqués et elle manque en fait d'être éliminée. Et c'était un petit peu le but de la manœuvre. Donc bon, why not, mais ça serait peut-être pas non plus une si bonne idée, quoi. Et puis pour terminer, les jeux de la moisson totale. Donc cette fois-ci, c'est encore une question d'âge, mais les jeux ne concerneraient plus seulement les 12-18 ans, mais toute la population d'un district. Donc quel que soit son âge, on va quand même partir à 12 ans, sinon c'est vraiment intenable. Donc imaginez des grands-parents, des parents, des gamins, tous jetés dans l'arène. Ça briserait les règles habituelles des jeux. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de mes idées tordues. En tout cas, si elles le sont, je pense qu'elles ont bien capturé l'essence tordue elle-même de Panem. En tout cas, en attendant le film de 2026, n'hésitez pas à lire le livre. Traquez les clins d'œil. Moi, je ne suis pas sûre de les avoir tous trouvés. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que j'ai raté. Et je vous laisse imaginer si vous auriez pu survivre à ces jeux de l'expiation. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en parle un peu plus en détail. Bye bye!